JM Analysis, un autre regard. Bonjour chers auditeurs de JM Analysis. Aujourd'hui nous serons en compagnie de Tacite pour parler d'un des meurtres les plus connus et surtout les plus commentés de l'histoire universelle. C'est un événement fondateur de toute morale, puisque la morale estime qu'il y a un mal absolu et un bien absolu, et c'est la raison pour laquelle de nombreux philosophes se serviront de cet événement dans leurs réflexions sur le mal. Il n'est donc pas inutile aujourd'hui de revenir sur cet épisode fondateur. Agrippine la jeune, est née en 15 après Jésus-Christ. Elle était la fille de l'empereur Germanicus et d'Agrippine l'aînée. Et très tôt, Agrippine va se retrouver au cœur des jeux politiques de Rome. Après la mort prématurée de son père, elle se retrouve sous l'influence de l'empereur Tibère. Cette Rome du 1er siècle est une époque mouvementée, où la politique n'est pas comme à l'heure actuelle, faite seulement de discours et de polémiques, mais surtout d'assassinats et de complots. Agrippine va devenir la reine de l'intrigue et de la ruse politique. Malgré les obstacles, elle réussit à épouser l'empereur Claude en 49 après Jésus-Christ, et par cette union, elle fit adopter son fils Néron par Claude, en le plaçant ainsi dans la ligne de succession impériale. Son ambition démesurée va l'amener à faire assassiner son mari. Et Agrippine croit être victorieuse, elle se dit qu'elle va enfin, avec son fils Néron, diriger le monde. Son fils qu'elle pourra utiliser comme une véritable marionnette. Mais ce fils Néron n'entend pas être le jouet de quelqu'un, fût-ce de sa propre mère. Il va tout d'abord faire empoisonner son propre frère, Britannicus, par crainte d'une rivalité possible. Rome alors va se transformer en une scène de tragédie politique, dont les simples citoyens devinrent les spectateurs en quelque sorte impuissants. Ce jeune homme, Néron, fascine, mais il inquiète énormément. Certes, vous me direz qu'il a reçu l'enseignement du sage Sénèque, mais il agit comme un criminel, et qui plus est comme le criminel le plus dangereux de Rome, car, ne l'oublions pas, il est l'homme le plus puissant du monde antique. Alors l'événement qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'événement qui a marqué l'histoire, cet événement relaté par les historiens latins, par Suétone, par Tacite. Et nous allons le voir, cet événement a eu des répercussions telles qu'il va non seulement hanter les historiens, mais également les philosophes. Nous sommes donc en présence d'un face-à-face entre une mère, Agrippine, et son fils, Néron. Mais le problème, et je dirais que le seul problème qui nous intéresse, c'est leur ambition démesurée. Ambition totalement inouïe de ces deux êtres, puisque les liens familiaux semblent pour eux ne plus avoir aucune valeur. Ce qui compte, c'est le pouvoir, le frisson que la puissance vous donne, et peut-être, allons plus loin, une forme de perversion, de plaisir que l'on a à transgresser les frontières de la politique, de l'amitié ou de la morale. Or, depuis quelque temps, Agrippine irrite son fils. Elle irrite Néron. Pourquoi ? Parce qu'elle semble se dresser devant lui qui pense que son chemin est tout tracé, qu'il sera le plus grand empereur de tous les temps. Et Néron est amoureux fou d'une femme mariée, Popée, et sa mère Agrippine voit d'un très mauvais œil cette relation. Néron le sait, et malheureusement pour sa mère, Néron en prend ombrage. Et puis Néron se méfie d'une certaine façon de sa mère, de sa propre mère. Après tout,
qui a tué, tuera, pourrais-je dire, sa mère, ayant décidé de supprimer son propre époux, n'ira-t-elle pas jusqu'à comploter contre son propre fils ? Néron se méfie donc de sa propre mère et va finir par écouter les conseils de ses amis, de ses fidèles. Et parmi eux se trouve un esclave, affranchi, Anicetus, esclave qui lui paraît non seulement fidèle, mais également intelligent. Si vous avez des amis et que vous cherchez l'utilité de cette amitié, comme dirait Aristote, autant vous entourer de conseillers habiles. Et Anicetus propose toujours des idées ingénieuses. En outre, cet Anicetus détestait Agrippine, qui le lui rendait bien, dit l'historien Tacite. Donc en entendant parler Néron, qui désire se débarrasser de sa mère, Anicetus va proposer lui-même le stratagème suivant. Il propose de faire sombrer le vaisseau qui transportera Agrippine en pleine mer, en détachant par un artifice toute une partie du navire. On croira donc à un simple accident. Néron sera débarrassé de sa mère et on accusera les dieux ou le hasard, le vent ou la grosse mer, mais surtout pas son fils. Néron d'ailleurs en profitera, pourquoi pas, pour honorer sa mère morte, ce qui le rapprochera du populus, du peuple romain, qui adore les manifestations de deuil et de piété filiale. En entendant tout cela, Néron ne peut qu'applaudir au projet de son ami Anicetus, qui lui donnait à la fois le secret du crime et le secret du pouvoir. Il s'empressa, ce Néron, de demander pardon à sa mère Agrippine, pardon pour ses colères, pardon pour ses refus, et il lui demanda, en signe de réconciliation, de venir le voir et d'assister à de superbes fêtes en l'honneur de Minerve. Agrippine tomba dans le piège. Elle savait, comme tous les Romains, que son fils adorait organiser des fêtes et des festivités interminables, et elle se disait en son fort intérieur « Autant apaiser le tigre avec un peu de miel ». Écoutons donc Tacite nous raconter ce sommet d'hypocrisie et de ruse, la rencontre entre deux monstres de la politique. Lorsqu'elle arriva, Néron alla à sa rencontre le long du rivage. Il lui prit la main, l'embrassa et l'emmena à Baule, où se trouvait sa résidence d'été, entre le promontoire de Misène et le lac de Baie, sur une crique baignée par la mer. Il y avait un vaisseau plus richement décoré que les autres, comme si Néron avait voulu, par ce geste, honorer sa mère. D'ordinaire, elle préférait en effet les trirèmes et les rameurs de la flotte. Néron la reconduisit à son départ, couvrant de baisers ses yeux et sa poitrine, soit qu'il voulût mettre le comble à l'hypocrisie, soit que cette dernière entrevue avec sa mère, qui allait mourir, eût quelque peu ébranlé ce cœur si cruel. Tacite, Annales. Agrippine embarqua alors à bord du navire fatal avec deux de ses connaissances. Crépéreius Gallus, un associé d'Agrippine, de la reine, et Acéronis, sa domestique. Cet Acéronis se trouve donc au pied du lit, dans la chambre aménagée à l'intérieur de ce bateau superbe, de ce bateau royal. Et alors que le navire s'éloigne de la côte, notre servante rassure la reine, rassure Agrippine. Après tout, Néron n'est peut-être pas le monstre que l'on croit, il a peut-être conscience des devoirs de piété filiale que respectent tous les Romains. Agrippine écoute, elle aimerait bien croire sa servante, car les belles histoires, vous le savez, sont toujours séduisantes, quand soudain, un fracas incroyable interrompit ces moments de paix et de bonheur.
Le plafond de la chambre venait de s'effondrer sous une énorme charge de plomb que notre empereur Néron avait disposée. Crépérius mourut immédiatement écrasé par les débris, mais Agrippine et sa servante furent épargnées, car elles furent par chance protégées par les montants du lit à baldaquin. Le piège de Néron, finalement, ne fonctionna pas comme prévu. Le navire ne se disloqua pas et tout le monde se retrouva à la mer. La servante alors eut une idée étrange. Alors qu'elle était en train de nager et d'essayer de se sauver, de sauver sa peau, elle cria à l'aide en se faisant passer pour sa maîtresse Agrippine. Alors eut-elle envie de servir de bouc émissaire pour sauver sa maîtresse? Voulut-elle au contraire sauver sa propre vie en attirant l'attention sur elle et dire aux marins « Je suis Agrippine » ? En tout cas, en entendant le nom d'Agrippine, les matelots se ruèrent sur cette pauvre femme et la tuèrent à coups de rames, de perches et de crochets, nous disent les historiens. Elle fut victime, soit de son imprudence, soit de son abnégation. Quant à la véritable Agrippine, voyant ce terrible spectacle, elle choisit avec sagesse de se taire. Elle nagea jusqu'à des barques de pêcheurs et put rejoindre enfin son palais, sauvée mais persuadée à présent que son fils avait voulu attenter à sa vie. On peut imaginer aisément la peur et même l'angoisse d'Agrippine. Elle sait pertinemment que son fils est furieux, qu'il va chercher par tous les moyens à l'éliminer. Elle se rend compte sans doute qu'elle a donné naissance à un criminel, et pire, qu'il est peut-être devenu criminel en observant les manigances et le cynisme de sa propre mère. Alors, dans un dernier geste de désespoir, Agrippine va encore chercher la réconciliation et envoyer un de ses esclaves affranchis, Agerinus, pour rassurer Néron sur le sort de sa mère. La meilleure tactique, pense-t-elle, c'est de feindre l'ignorance. Néron fit immédiatement emprisonner le pauvre messager et l'accusa d'être venu pour l'assassiner. Enfin, il chargea Anicetus de terminer la besogne. Écoutons Tacite nous narrer les derniers moments d'Agrippine. C'est alors qu'elle vit Anicetus, accompagné du triérarque Herculeius et du centurion de la flotte Aubaritus. Elle lui dit « Si tu es venu pour me voir, tu peux annoncer que je suis rétabli, mais si tu es venu pour commettre un crime, je me refuse à croire que mon fils en soit l'instigateur. Il n'a pas pu ordonner un parricide. Les assassins entourèrent son lit et le triérarque lui asséna le premier un coup de masse sur la tête. Déjà le centurion dégainait son épée pour la tuer. Elle lui montra son ventre et lui dit « Frappe ici ». Puis elle mourut percée de coups. Tacite, Annales. Ce meurtre d'Agrippine eut lieu en 59. Alors, la question que nous allons nous poser, c'est la question qui est sur toutes nos lèvres. Quelle fut la réaction du petit peuple devant ce crime? On sait qu'il y eut des réactions. Mais vous le savez, les manifestations étaient à Rome beaucoup trop dangereuses. Personne ne voulait risquer, bien évidemment, sa vie. Mais l'on trouva notamment des graffitis sur les murs de Rome. Des graffitis qui comparaient Néron à Oreste. Oreste, le héros de la mythologie, qui lui aussi avait tué sa propre mère, Clytemnestre. Il faut savoir qu'à Rome,
les peines pour parricide ou matricide étaient particulièrement sévères. Les criminels étaient noyés. Et pour rappeler à Néron qu'il n'était qu'un criminel, certes favorisé par la fortune, mais tout de même un criminel, quelques citoyens courageux mirent des sacs de cuir la nuit tombée sur les statues de l'empereur, histoire de rappeler à l'empereur Néron que lui aussi méritait la noyade. Sa réputation fut à tout jamais ternie, bien sûr, par cet événement, et parmi tous ses méfaits, que cela soit le meurtre de son demi-frère, l'incendie futur de Rome, la condamnation de son maître Sénèque, la persécution des chrétiens, on peut dire que le meurtre d'Agrippine contribua grandement à étoffer sa légende noire. Et cet événement a non seulement fait jaser, mais également a fait philosopher. En effet, Néron est devenu pour nous l'archétype du tyran et du méchant. Le philosophe Spinoza s'en souviendra dans sa correspondance. Spinoza qui, lui aussi, comparera dans cette correspondance le matricide de Néron et celui d'Oreste. La réflexion sur le mal et sur le personnage du méchant sera un des éléments majeurs de toute philosophie morale.